Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Première émission donc de l'année. Deux événements ont marqué l'année qui vient de se terminer. D'abord, l'attribution du prix Mandela de la sécurité 2018 au président de la République pour, je cite, sa vision et sa stratégie sécuritaire, prix attribué le 28 décembre dernier par l'Institut Mandela. Ensuite, la libération du député Biram Daoulebed, intervenu le 31 décembre. Pour en parler ce soir avec moi, M. Mohamed Valoul Youssouf. Bonsoir, monsieur. Vous êtes militant et activiste des droits de l'homme. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la plateforme Sécurité Civile. Soyez les bienvenus. Avec nous également, M. Cheikh Tidiane Diawara, le directeur exécutif du CIPIA. Tout à l'heure, vous allez nous dire deux mots de ce centre. Vous êtes également conseiller diplomatique et expert aux droits de l'homme. Vous êtes donc, ce centre est basé à Lausanne en Suisse. Et ma première question est pour vous, elle est d'ordre général. Les droits de l'homme et surtout l'image de la Mauritanie et de ce qu'elle fait pour les droits de l'homme, comment c'est perçu, vu de l'étranger et en particulier vu de la Suisse où vous êtes? Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être sur ce plateau pour parler d'un sujet qui est très important pour la Mauritanie, qui concerne évidemment son image telle qu'elle est perçue à l'étranger, et en Suisse notamment, où je suis depuis plus de 25 ans. Alors, il faut distinguer trois types d'images. Il y a l'image voulue, l'image perçue et l'image transmise. Il y a trois types d'images. Et l'image voulue, c'est l'image que le pays essaye de transmettre à ses cibles à travers certains canaux de communication. L'image perçue, c'est comment ces cibles perçoivent ces canaux de communication. Ces cibles, c'est-à-dire l'opinion publique occidentale. Exactement, l'opinion publique occidentale. Comment est-ce qu'elle perçoit l'image de la Mauritanie à travers la manière dont la Mauritanie communique sur son image. Maintenant, l'image transmise, c'est la traduction de l'image voulue à travers ces canaux de communication. Alors, comment l'image de la Mauritanie est perçue donc du côté de la Suisse? Eh bien, je suis dans l'obligation de dire que malheureusement cette image n'est pas flatteuse pour des questions diverses, liées notamment à la question de l'esclavage, de la violation de certaines libertés publiques telles qu'on l'entend, en tout cas du côté de Genève. Donc là, je cite des organisations. Je précise juste pourquoi on parle avec beaucoup d'intérêt de Genève, parce qu'elle abrite le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Exactement. Celui qui remplace donc la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Anciennement connu sous la Commission, sous le nom de la Commission, tout à fait. Donc le Conseil. Donc très important. C'est un lieu stratégique. Absolument. C'est un lieu hautement stratégique où se discutent des questions d'importance, notamment la question effectivement des libertés publiques qui sont un des piliers simplement de la présence internationale à Genève. Et donc ça, c'est une question qui malheureusement va nécessiter une réflexion très profonde, parce que je pense que telle que la situation est aujourd'hui, il y a nécessité de communiquer autrement pour améliorer l'image qu'on a de la Mauritanie du côté de Genève. Avez-vous remarqué ces dernières années une évolution? Une évolution surtout de la part des acteurs qui viennent de la Mauritanie pour défendre cette question-là? Écoutez... l'expertise a évolué ou pas? L'expertise... alors, je vais être tout à fait clair et franc. Je pense que l'expertise aujourd'hui n'est pas encore à la hauteur des résultats attendus. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mohamed Valoul Youssouf, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir accepté d'être ici. Vous êtes l'un des acteurs et vous connaissez très bien les couloirs du Palais de Genève. Vous avez vu, vous, une évolution depuis que vous le fréquentez depuis toutes ces années jusqu'à maintenant? Je tiens tout d'abord à remercier Sahel TV et souhaiter une bonne et heureuse année au peuple mauritanien, parce que c'est le premier jour de l'année 2019, et particulièrement féliciter le président de la République pour avoir, hier à Paris, on lui a décerné le prix de l'Institut Mandela pour la paix et la sécurité. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tout un Mauritanien qui aspire à l'émancipation de l'état de droit et des bonnes visions et stratégies que nous avons menées au niveau du Sahel dans le domaine de la sécurité et de la paix.
Ce prix couronne, c'est le fruit du hasard ou bien il y a eu un effort qui a... Il y a un effort. Expliquez-nous. Il y a un effort ces dernières années que les pays du Sahel ont salué. Le président de la République a œuvré pour la création de CG5. Il a sillonné le monde, si j'ose le dire, pour que la communauté internationale adhère à CG5, pour qu'il finance cette stratégie, cette vision sécuritaire pour la zone qui a donné ses fruits. Aujourd'hui, la stabilité de la Mauritanie au niveau de la zone, la participation de la Mauritanie dans le domaine sécuritaire, même en dehors de la zone Sahel, est saluée par la communauté internationale au niveau du Centrafrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'autres pays que la Mauritanie a eu la possibilité de participer avec des contingents pour instaurer la paix et la sécurité. Il est indéniable que la Mauritanie a fait d'énormes progrès en matière de sécurité ces 10 dernières années. C'est ce qui a été couronné par cet institut au milieu de 4000 postulants. Donc le président mais vous savez que le sujet, c'est le prix, mais le sujet également, c'est son incidence sur la vision de la Mauritanie, notamment concernant la question des droits de l'homme. Tout à fait. Donc, pour venir sur cette question et parler d'un sujet que j'ai eu, comme vous venez de le dire, modestement, la possibilité d'y participer, je pense qu'en parlant de la communication, c'est tout d'abord parler de la base des droits de l'homme. Et quand on parle aujourd'hui de la base des droits de l'homme, dans ce cadre, la Mauritanie a ratifié toutes les conventions qui sont liées aux droits de l'homme. Toutes ces conventions ont été ratifiées par la Mauritanie durant ces dernières années. Particulièrement, je dis bien durant ces dernières années, il y a des conventions qui sont des conventions qu'on considère comme des conventions socles en matière de droits de l'homme, ceux qui sont relatifs aux droits de la femme, ceux qui sont relatifs aux droits de l'enfant, ceux qui sont relatifs à la torture, ceux qui sont relatifs à la discrimination, ceux qui sont relatifs aux droits politiques et civils, ceux qui sont relatifs aux droits économiques et sociaux, ceux qui sont relatifs à l'immigration. Et la Mauritanie a ratifié toutes ces conventions. Pourquoi elles continuent d'être aussi mal perçues alors? Non, ils ne peuvent pas continuer à être aussi mal perçues, puisque la ratification de ces conventions, non seulement ont été ratifiées, mais ont été introduites dans le droit mauritanien. Et je pense que la communauté internationale a accompagné la Mauritanie en ce sens. Donc, je ne pourrais pas accepter que plus de 6 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont visité la Mauritanie, dont la rapporteure spéciale des Nations Unies en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage, Gulina Chahine, qui a d'ailleurs non seulement visité la Mauritanie, mais elle a accompagné de la Mauritanie dans le cadre de la mise en place de la feuille de route. Cette feuille de route qui est connue actuellement au niveau de la Mauritanie, qui a fait l'objet de la création d'un comité interministériel, qui a été suivi par cette rapporteuse spéciale pendant 2 ans, et qui est relatif aux séquelles d'esclavage. Cette feuille de route, non seulement a été élaborée, conçue par des experts mauritaniens, mais en même temps accompagnée par cette rapporteuse spéciale, et au niveau, elle a été reconnue, a été discutée au niveau du système des Nations Unies. Donc, elle a été même chargée, cette rapporteuse spéciale, du suivi du déroulement de cette feuille de route. Et Mme Villepini, qui est la présidente du Conseil des droits de l'homme, a visité la Mauritanie. Le Conseil des droits de l'homme est l'instance la plus prestigieuse, la plus grande au niveau de Genève. Elle a visité la Mauritanie, elle a eu le contact avec l'ensemble des autorités de la Mauritanie, elle a su quand même, puisqu'il faut actuellement partager les choses dans 2 cas. La situation des droits de l'homme il y a quelques années, j'ose vous dire que c'était difficile. Quelle année exactement, à peu près? Non, il y a de cela, je dis bien, il y a de cela 8 ans, la situation était difficile, puisque les sujets étaient des sujets tabous. On ne peut pas discuter de problèmes d'esclavage, on ne peut pas discuter de problèmes de violation des droits de l'homme, on ne peut pas discuter même des passifs humanitaires. Mais toute cette question, il y a de cela 8 ans, ont commencé à être débattus. C'est des sujets que les Mauritaniens ont évoqués. Il y a la volonté de l'État, il y a la volonté de discuter ce genre de dossiers et de s'ouvrir sur le monde extérieur.
pour qu'on puisse, en ce moment-là, avoir la chance de la visite de ces multiples rapporteurs des Nations Unies. On va revenir aux visites, et notamment à ceux qui ont visité la Mauritanie, mais aussi à ceux qu'on a empêchés de visiter la Mauritanie. On y reviendra tout à l'heure. La Mauritanie a ratifié tous les arsenaux et la Mauritanie a ouvert ses portes pour que les gens puissent visiter et voir l'état des choses. C'est mal vendu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, il est là. Donc, je rejoins donc mon contradicteur sur le fait qu'il y a eu des progrès en matière de droits de l'homme. Ça, c'est indéniable. Tout à fait. Par contre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que ceci a été présenté à l'international. Comment est-ce qu'on a communiqué sur ces progrès-là? Il y a eu des progrès, ça c'est sûr. Mais ces progrès-là, aujourd'hui, ne sont pas, disons, ne sont pas perçus de la manière dont cela devrait être perçu, parce que l'opinion, de l'autre côté, continue à penser que la Mauritanie est un pays esclavagiste. Elle continue à le dire, à le penser et à le dire. Donc ça veut dire que malgré les progrès qu'il a soulignés, et qui sont réels, hein, je le rejoins, c'est des progrès, il n'y a pas eu cette vente, en guillemets, à l'opinion internationale des progrès qui ont été réalisés. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là que justement, je pense que le pays a tout intérêt à mandater des organisations spécialisées en communication pour vendre son image. En lobbying, pourquoi pas, ça fait partie. On y reviendra de comment inverser cette mauvaise tendance qui nous poursuit depuis des années. Ça fait des années quand même que cette image nous colle à la peau. Est-ce qu'on va encore la traîner pendant d'autres décennies? C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que la Mauritanie soit perçue à l'étranger comme un pays qui avance, comme un pays qui progresse. Et le principal volet qui aujourd'hui nous pose problème à l'étranger, c'est ce volet-là. C'est ce volet-là, droit de l'homme. C'est là que la communication devrait être axée. Alors je ne sais pas aujourd'hui quelle est la stratégie de communication du gouvernement par rapport à cette question-là. Est-ce qu'elle a une stratégie de communication? Si oui, quelle est-elle? Comment est-ce qu'elle est défendue? Qui la défend? Par quels moyens? Par quelle méthode? À quel public cible? Etc. Donc ça, c'est des questions que moi je me pose. Et je n'ai pas les réponses à ces questions. Ce que je constate, parce que étant un observateur indépendant et tout à fait neutre, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, quand je me présente en tant que Mauritanien, que ce soit à New York, à Paris, à Genève ou ailleurs, on me dit « mais il y a de l'esclavage chez toi. Comment ça se fait ?» Donc en tant que Mauritanien, c'est un peu choquant quand même. Donc je me dis qu'au niveau communication, il y a quelque chose à améliorer. Alors qu'est-ce qui doit être amélioré? Je ne saurais le dire si je ne sais pas quelle est aujourd'hui la stratégie mise en place par le gouvernement pour effectivement essayer d'inverser cette tendance qui, je le dis, et elle le répète, dure depuis quelques années, voire même quelques décennies. Est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard? Excusez-moi. Ou bien il y a plusieurs acteurs qui... Il y a plusieurs acteurs. La Mauritanie est ouverte sur ce monde extérieur. Puisque, comme je vous ai dit, les portes sont ouvertes. Est-ce que vous savez que l'article 19 du Conseil des droits de l'homme permet au pays à qui le rapporteur spécial a demandé de visiter, de refuser? Et il y a eu des cas pressants au niveau de nos pays, au niveau des pays voisins. Mais le nombre de rapporteurs spéciaux qui ont visité la Mauritanie, je dis bien le rapporteur spécial en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage, comme je vous ai dit qu'elle a élaboré même ces documents de cette feuille de route. Le rapporteur spécial en ce qui concerne la discrimination raciale a visité la Mauritanie. Le rapporteur spécial en ce qui concerne l'extrême pauvreté, M. Aliston, qui n'est pas... On se souvient de son rapport qui n'était pas très flatteur pour la Mauritanie. Mais quand même, il a fait un constat. Il y a eu des progrès. Il n'a pas quand même nié qu'il n'y a pas eu de progrès. Mais quand même, il a mis en exergue qu'il y a eu des choses encore à faire. C'est tout à fait logique. Dans le rapporteur spécial, il doit... Quand même, il a eu quand même le courage, malgré qu'il a été acquis par pas mal de gens, par des organisations de la société. Il faut différencier. Je suis tout à fait d'accord avec Tijane que quand il demande à quelqu'un, mais quand vous demandez au niveau du sommet des institutions de droits de l'homme actuellement,
ils reconnaissent. Mais vous connaissez. Ils reconnaissent. Excusez-moi. Ils reconnaissent quand même que la Mauritanie a fait des progrès énormes. Parce qu'il faut comparer la Mauritanie, comme je vous ai dit, dans le cadre de ces dernières années, et la Mauritanie il y a quelques années. Je me rappelle, les ONG mauritaniennes, il y a de cela 8 ans, quand ils sont au niveau des forums des Nations Unies ou même au niveau de la sous-région, on les appelle de Gongo. Aujourd'hui, je vous dis, c'est des organisations respectueuses qui ont leur mot à dire, qui ont leur rapport à faire, qui ont leur dossier à défendre et qui ont la parole au niveau même du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il y a autre chose pour vous dire, la percée de la communication mauritanienne, qui a été reconnue, je dis bien par la communauté internationale, surtout au niveau des droits de l'homme. Est-ce que vous savez qu'au niveau aujourd'hui, la Mauritanie, au niveau des institutions, au comité des Nations Unies, il y a actuellement 4 membres au niveau du Conseil de ces comités des Nations Unies, au niveau de Genève et partout, même au niveau des États-Unis, même au niveau de la France. On a participé avec l'éminent avocat Jamal Ould Mohamed à des forums, à des réunions, au niveau même de l'Assemblée nationale française. Mais il faut reconnaître qu'il y a des organisations qui sont hostiles à la Mauritanie et qu'ils arrivent aujourd'hui, qu'ils voient avec cette percée, avec ces progrès, avec ces avancées notoires en matière de droits de l'homme au niveau de la Mauritanie, qu'ils ne veulent pas lâcher, soi-disant, vous m'excusez, un fonds de commerce ou un fonds de lobbying sur le plan extérieur pour exister, pour être là au niveau de ces rencontres internationales, au niveau des systèmes des Nations Unies, pour dire que la Mauritanie est un pays esclavagiste, pour dire que la Mauritanie, il y a des violations de droits de l'homme. Ça, c'est une monnaie. Avant de cette monnaie, pour les arracher cela, on va les arracher par étapes. Aujourd'hui, c'est au niveau des institutions. La place de la Mauritanie, les progrès sont reconnus. Mais ces ONG dont vous parlez continuent d'avoir une oreille attentive et au plus haut niveau en Europe, à part des parlementaires, des députés. Vous citez le cas de l'avocat Jamal Mohamed. Il y a différentes opinions. Tu ne peux pas me dire qu'on va voir un parlement français homogène à l'égard de la Mauritanie. On va un parlement italien ou autre qui sont homogènes. Je ne peux pas te dire que ces organisations n'auront pas des oreilles attentives partout à travers le monde, mais la réalité du fait, ceux qui ont eu la possibilité de visiter la Mauritanie ces derniers temps, il faut voir le rapport. Ils ont sillonné la Mauritanie. Ils n'étaient pas interdits de passer là où ils doivent passer. Je dis bien, s'ils ont passé, nous sommes en état souverain. S'ils ont passé par la voie normale, nous sommes en état ouvert. La réalité est là. L'ensemble des rapporteurs ont visité le pays, ils visitent le pays, ils font des rapports. C'est lui chargé de la torture, Juan, qui est connu, l'Argentin, a visité toutes les prisons. Ce n'est pas sous l'égide de l'État, ni d'un ministère. C'est lui-même, avec ses propres moyens, avec son GPS, il met le cap sur telle ou telle région, il va, il rentre, il visite. Et son rapport était un rapport que je considère un rapport qui a souligné des progrès et qui a fait des recommandations. C'est le cas d'ailleurs, je dis bien, de l'ensemble des rapports des rapporteurs spéciaux. Puisque ces rapports ont été suivis, ces rapports ont été accompagnés par des comités. Il y a eu un comité technique qui est créé au niveau de la primature, sous l'égide du Premier ministre. Il y a le commissariat des droits de l'homme qui fait son travail, et il y a en même temps d'autres mécanismes comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme le mécanisme qui a été créé lui aussi ces derniers temps, la prévention contre la torture. Donc la Mauritanie quand même, il faut être reconnaissant, n'a pas refusé aucune visite. Si, elle en a refusé une. Oui, elle en a refusé une. Je dirais, quand vous me donnerez l'occasion, je dirai le pourquoi. On y reviendra alors. Toujours cette dualité entre... Alors, moi, je n'ai toujours pas compris quand même la stratégie de com du pouvoir par rapport à cette question. Il a répondu en disant que c'est la multiplicité des acteurs qui fait qu'il y a plusieurs stratégies. Effectivement. Alors, donc voilà. Alors, du moins qu'il y a plusieurs stratégies, donc il y a confusion au niveau de la communication. Dès qu'il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs stratégies de com, l'opinion est un peu perdue parce qu'il y a plusieurs stratégies. Il faudrait qu'il y ait une stratégie claire, unique et claire, et qui s'adresse à qui? À qui? Est-ce qu'on parle au gouvernement? Est-ce qu'on parle à des officiels? Est-ce qu'on parle à l'opinion publique? Est-ce qu'on parle aux acteurs de la société civile? Il y a plusieurs stratégies possibles, mais il faudrait qu'elles soient claires.
simplement. Et aujourd'hui, je suis navré de le contredire, mais je n'ai toujours pas compris quelle est cette stratégie-là. Et comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Parce qu'il faudrait, il a utilisé le mot, que je suis d'accord avec le mot qu'il a utilisé, il y a des insuffisances, il a dit. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut situer les insuffisances, à quel niveau sont-elles? Et comment justement pallier à ces insuffisances-là? Le problème, il est là. Parce qu'on ne pourra pas, je suis désolé de le dire, changer ce regard, cette perception par un coup de baguette magique. Donc il faudra d'abord du temps, mais il faudra aussi une présence pratiquement permanente sur le terrain. Ce n'est pas des visites semestrielles ou annuelles, etc., qui vont permettre de changer cette perception-là. Il faut des acteurs de terrain qui puissent évidemment travailler sur le terrain genevois, sur le terrain suisse. Quand on aborde cette question, il est important d'être présent sur place et pourquoi pas de réseauter, parce que c'est important, le réseautage. C'est important aussi. À ce niveau. Ben, il faudrait se donner les moyens. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'image du pays qui est prioritaire par rapport à d'autres investissements que l'on fait ou pas? Il est important de dire aussi que en améliorant l'image du pays quelque part, on gagne de l'argent, puisqu'il y a des investisseurs qui viennent dans le pays. Absolument. Ben, il y a le tourisme qui se développe. Donc ça va de pair, parce que la Mauritanie est un pays stable aujourd'hui. C'est un pays sûr. Ben, c'est très bien. Moi, je suis content de voir que la situation dans ce pays aujourd'hui, elle est stable. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'investisseurs qui viennent qu'avant? Pourquoi est-ce que cette image continue à nous suivre toujours? Quelque part, il y a un problème quelque part. Donc, c'est ce qu'il faut situer aujourd'hui, si on veut avancer. Parce qu'autrement, on tourne autour du pot. Et c'est le pays qui en paye le prix. Moi, je pense qu'il est important que les organisations de la société civile qui travaillent dans ce secteur-là soient bien outillées en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, qu'elles soient bien outillées pour pouvoir aborder cette question qui est quand même une question cruciale et qu'il faut maîtriser. Monsieur Youssef, je vais vous poser une question et ensuite je vais vous donner la parole. Quand vous partez à Genève, généralement, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous concédez que parmi les gens qui vous accompagnent, il y en a qui ne sont pas là forcément pour défendre l'image de la Mauritanie? Avant de répondre à cette question, je veux dire à Tidjane, apparemment il est trop basé à Lausanne. Puisque s'il a suivi ces dernières années, si je dis bien en 2017 et en 2018, il y a eu l'évaluation parcours de la Mauritanie en matière de droits de l'homme au niveau des conseils de droits de l'homme. Et il y a eu un satisfait général. Ça, quand même, c'est toutes les nations du monde qui ont écouté cette évaluation, qui ont eu la possibilité de... Monsieur Tidjane, je vous informe aussi qu'il y a eu des forums qui ont été organisés au niveau du palais avec les organisations de la société civile du monde au courant de la 35e et la 36e session du Conseil des droits de l'homme. C'est des forums que l'État mauritanien, dans le cadre du lobbying, dans le cadre de la stratégie, dans le cadre de la communication du commissariat des droits de l'homme, ont été organisés. Le but, c'est quoi? Il y a eu l'ensemble des acteurs du droit de l'homme de la Mauritanie qui étaient présents. Il y a eu Tadamoun, il y a eu la Commission nationale des droits de l'homme, il y a eu les mécanismes de la torture, tous. Il y a eu même le comité technique. Et ils ont eu à défendre la Mauritanie, à expliquer toutes les allégations, contre toutes les allégations qu'on essaye de mener, qu'on essaye de dire en ce qui concerne l'esclavage, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, en ce qui concerne le passif humanitaire. Et quand vous regardez aujourd'hui, en ce qui concerne le passif, on n'en parle plus. Pourquoi? Puisque cette question a été discutée sur le plan national. Il y a eu des solutions. Il faut solutionner le problème au niveau national avant de les amener à l'étranger. La question de l'esclavage aujourd'hui. Vous savez très bien que la question du passif humanitaire n'aurait jamais été réglée. Ça a été réglé. Ça a été réglé. Puisqu'il y a une question qui est liée
à ce passif humanitaire qui est la question des rapatriés, cette question a été clôturée, je dis bien, par le commissariat des droits de l'homme, par le commissariat des hauts réfugiés, une clôture définitive à Rosso en 2016. C'est le haut commissaire lui-même qui s'est déplacé pour clôturer cette question, pour dire que cette question a été suivie par le haut commissariat des réfugiés de bout en bout et qu'il considère aujourd'hui qu'il n'y a aucun rapatrié mauritanien à l'étranger. Quand même, ça, c'est les Nations Unies. Comment ça ne peut pas être perçu sur le plan international? Puisque ça a été largement bien perçu. Il y a la prière, il y a la prière, il y a l'indemnisation. Et il y a eu le haut commissariat qui a clôturé ce dossier. Écoutez-moi bien. En ce qui concerne... Pourquoi on n'applique pas cette méthode qui fonctionne à l'esclavage? Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance et indemnisation? Moi, je viens de vous dire qu'une rapporteure spéciale des Nations Unies a été déléguée pour la question. Elle a suivi, elle a participé à la mise en place de cette feuille de route qui est composée de 19 points. Elle a, elle aussi, continué à suivre l'application de ces points. Aujourd'hui, la question de l'esclavage, ce n'est pas une question d'esclavage lui-même, puisque j'ose lire, et vous m'excusez, qu'il n'est aujourd'hui, avec l'arsenal juridique qui a été mis en place, il n'est aujourd'hui esclave dans ce pays que celui-là le fait. Le problème aujourd'hui, c'est un problème d'infrastructure, c'est un problème d'école, c'est un problème de poste de santé pour ces anciens esclaves qui sont dans les fonds des coins reculés de ce pays. C'est ce qui a été pris en charge par l'agence Tadamon, qui est en train de faire un travail lassable pour venir aux besoins de ces couches défavorisées. C'est ce qu'on pourra demander au pays, à la Mauritanie. Il y a le comité qui a suivi, dans le cadre de la base de cette feuille de route, qui a suivi la mise en application et la mise en place de l'ensemble de ces mécanismes et de ces structures. Et d'autres encore acteurs de l'État, au niveau des différents départements ministériels, agissent aussi dans le même domaine. Donc la Mauritanie est en train de doubler d'efforts pour enrayer ces séquelles de l'esclavage. Mais ceux qui croient et ceux qui n'arrivent pas à dépasser cette question, j'ai dit qu'on n'est pas encore au bout. Ça reste. Je dis bien, moi je ne vous dis pas que tout est en rose. Oui, j'ai bien compris. Je ne vous dis pas que tout est en rose. Mais quand même, il y a des progrès. Moi je pense que c'est lui qui doit aujourd'hui régler le problème des séquelles de l'esclavage, le problème de ces couches défavorisées, il doit l'assister premièrement sur le plan national. Faire de ce problème un problème national. Discuter ce problème au niveau national. Mais ceux qui veulent, veulent faire de cela un fonds, je dis bien, soit de commerce, un fonds d'existence sur le plan international, un fonds de décernement de médailles, ils ne vont jamais, jamais, et je l'ai dit, même tout est en rose ici, ils ne lâcheront jamais cette question. Ils ne lâcheront jamais cette question. Je l'ai dit et je l'ai répété. Juste une question, M. Oulioussef. Très honnêtement, parce que quand on parle de médailles et quand on parle d'attribution, on va nommer les choses, on parle de Beramoul Daoul Abeid. Ces dernières années, si ces militants n'avaient pas fait ce qu'il a fait, est-ce que vous pensez que le gouvernement mauritanien aurait consenti autant d'efforts et autant de moyens à cette question en particulier? Je vais vous dire quelque chose. Je le dis en âme et conscience. C'est ce que je demande. Depuis que Oula Abdelaziz est venu, il a fait de la question de l'esclavage, la question des passifs humanitaires et la question des couches défavorisées une priorité des priorités. Que Biram ou que quelqu'un d'autre accompagne la question, c'est tout à fait logique. Et il fallait qu'il le fasse sur le plan national et qu'il accompagne les mesures qui ont été prises en ce sens. Puisque, comme je vous ai dit, ces questions-là, il y a quelques années, on n'en parle pas. On ne peut pas parler de l'esclavage, on ne peut pas parler du passif humanitaire. Personne n'ose parler il y a de cela quelques années. Mais je te dis, depuis que l'avènement de 2009, et puis depuis qu'on a créé même des commissions pour cela, pour en discuter, pour parler, puisque c'est une tâche dans l'histoire de la Mauritanie. Nous avons connu l'esclavage à l'instar de la communauté ouest-africaine, à l'instar même du monde entier. Mais il n'est pas raisonnable qu'on continue. Et il n'est pas raisonnable que cette question continue. On va la débattre, on va la continuer. Même si on fait de Biram actuellement un héros de la question, tant mieux pour ceux qui le font. Mais quand même, la question capitale, l'orientation politique,
La volonté politique, c'est d'éradiquer les séquelles de l'esclavage au niveau de ces pays. J'ai compris. Alors, vous êtes un communicant international, vous travaillez à Lausanne, à Genève. Écoutez, M. Ould Youssouf, il faut d'abord régler le problème à l'intérieur des frontières mauritaniennes. Vous êtes donc au chômage. Disons que les questions nationales doivent être résolues sur le sol des pays concernés, mais laver son linge sale du moment effectivement que ces problématiques débordent et puis qu'elles atteignent l'image du pays hors de ses frontières, il est évident que nous ne pouvons pas rester les bras croisés en disant écoutez, on va laver notre linge sale à Nouakchott et puis ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Ça n'est pas possible. Donc, et puis la Mauritanie ne peut pas vivre en vase clos. Ce n'est pas un pays isolé des autres pays. On est obligé de tenir en compte ce qui se dit dans les... Non, moi je l'ai dit dans le sens qu'il faut déjà régler le problème sur le plan national, mais je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de lobbying, qu'il ne faut pas... Tous les progrès que nous avons mis en place par rapport à cette question, il faut le vendre sur le plan extérieur. Ça demande du lobbying, ça demande un travail qui devrait être fait. C'est pour cela... Ça, c'est votre rôle à vous. Oui, c'est notre rôle que nous sommes en train de faire. C'est pour cela... Par rapport à cela, Tijane et d'autres experts sur le plan international, et qui sont des patriotes, qui sont des nationalistes, et tout actuellement ce qui les choque ou ce qu'ils veulent voir tous ces progrès-là se répercuter sur le plan international, puisque comme il vient de dire tout à l'heure, et je le comprends, en sa qualité de patriote, quand on lui pose certaines questions par certaines personnes dans un forum de truc, votre pays est ceci, et il aurait voulu avoir vraiment des réponses, des arguments avancés. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui vivent à l'étranger, qui sont attachés à ces pays, ils ont actuellement pas mal d'arguments à avancer sur l'ensemble des questions qui les préoccupent et qui sont posées, que ce soit au niveau du passif, que ce soit au niveau des séquelles de l'esclavage. Et tout à l'heure, vous m'avez coupé en vous disant que dans le cadre du lobbying, dans le cadre de la communication, si la Mauritanie n'avait pas bien vendu ces arguments sur le plan international, surtout au niveau du système des Nations Unies, on n'allait pas avoir 4 éléments, comme j'ai dit, au niveau du plus grand comité des droits de l'homme, nous avons Kouita Bamariam. Au niveau du comité... Je vais vous laisser les lister, mais je l'ai fini d'abord laisser son argument, parce qu'il était au milieu d'une phrase. J'étais effectivement en train de dire que c'est vrai que les progrès ont été faits, mais il y a aussi quelques actions qui nous ont malheureusement aussi, un tout petit peu aussi, tiré en arrière. C'est-à-dire que quand on fait quelques réalisations au niveau des libertés publiques, comme il a dit. Et au niveau de l'arsenal juridique l'arsenal juridique, de toute façon, ça a été fait bien avant l'actuel président, donc l'esclavage a été aboli bien avant. Donc, il y a une continuité, et cette continuité, elle doit se faire. Elle doit se faire. Et c'est vrai que quand on interdit à une ONG de fouler le sol mauritanien, pour quelque raison que ce soit, c'est vrai que ça vient saboter un tout petit peu quand même les progrès qui ont été accomplis avant. Il y a eu des progrès, mais par certaines actions, on a l'impression que la confusion continue à régner parce qu'il y a eu un fait qui vient s'aborder un peu les progrès qui ont été faits. Donc c'est ce manque de constance et ce manque même, je dirais, de consistance par rapport à nos actions et de cohérence qui fait que l'opinion publique, elle est quand même un tout petit peu confuse. Elle se dit, bon, ils nous disent qu'ils avancent, et puis il y a des gens qui arrivent, on les refoule à l'aéroport pour des raisons peut-être justes. On va parler du cas de cette ONG qui a été refoulée. Juste après une coupure, on va y revenir. On va marquer une petite coupure et ensuite nous revenons et on continuera notre débat du Sahel dans quelques minutes. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Nous continuons donc notre débat avec mes deux invités. Monsieur Tidjane, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de cette ONG, de ces ONG américaines qui ont été refoulées à l'aéroport aussi de Nouakchott. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à ce fait, c'est que le fait de refouler une ONG
qui est aux portes de notre pays, en termes de communication et d'image, c'est très mauvais. Pour le pays, c'est très mauvais. Peut-être qu'il y a de bonnes raisons, hein. Je ne discute pas des raisons. Mais je dis juste que le fait de les refouler alors qu'ils sont déjà à l'aéroport, c'est catastrophique en termes d'image. Donc, je pense que ce genre d'action nous dessert plus qu'elle ne nous sert, en fait. Et d'autant plus que c'est une ONG influente, hein, il y en a d'autres hein, qui parlent souvent du mal de la Mauritanie. On a vu d'ailleurs le résultat parce qu'après, la Mauritanie a été enlevée du de l'AGOA, de l'AGOA, évidemment. Et puis là, effectivement, la perte, non pas financière, on s'en fout de ça, mais en termes d'image, c'est catastrophique. L'impact est catastrophique. L'impact est catastrophique. L'impact est catastrophique. Je ne dis pas que c'est catastrophique, puisque avant cette ONG, qu'en dites-vous des organisations non gouvernementales américaines qui ont eu à visiter la Mauritanie? Non, mais c'est comme avant cette organisation, il y a eu 4. C'est comme si vous montez. Écoutez-moi un peu. Avant cette organisation, il y a eu 4 organisations qui ont visité, et l'État, même la note qui a été présentée par le commissariat des droits de l'homme, ils ont cité ces organisations avec les dates précises et qui ont été autorisées, qui ont suivi la voie normale. Nous sommes un État souverain. Mais si une organisation de la place, écoutez-moi, si une organisation de la place invite des gens et qu'elle a parmi ces gens-là des sénateurs, parmi ces gens-là des hautes personnalités de droits de l'homme aux États-Unis d'Amérique, et que vous n'informez pas l'État par une procédure normale, ne serait-ce que pour des mesures sécuritaires, imaginons le pire si ça arrive à ces gens-là, et que la Mauritanie ferme les yeux, on les laisse rentrer de l'aéroport parce que cette organisation n'a pas mené jusqu'au bout des procédures normales, et qu'on les laisse et qu'il y a un dégât, et qu'il y a quelque chose qui est inattendu. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire de la Mauritanie? C'est qui a été la procédure, et ici je félicite l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui a coopéré en ce sens lorsqu'elle a reçu les arguments nécessaires, et que sa déclaration était une déclaration qui a été saluée par la plateforme de la société civile mauritanienne et par tout citoyen mauritanien sincère, et d'autres organisations même qu'on considère des organisations hostiles qui n'ont pas eu un mot à dire après le communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Donc, avant tout cela, les départements d'État même américains, il y a eu plusieurs missionnaires qui ont sillonné le pays dans le cadre au niveau de la vallée, au niveau de la propriété foncière, dans d'autres domaines. Il y a eu des missionnaires du département d'État américain. Mais on parle de celle-là. Et il y a eu un satisfait en ce sens. Juste 2 secondes. Pourquoi accepter qu'ils viennent si c'est pour les refouler? Il fallait leur dire de ne pas venir dès le départ. On le dit à qui? On le dit à qui? Aux personnes qui les invitent, par exemple. Vous n'êtes pas... Pourquoi ils n'ont pas saisi l'administration territoriale par écrit pour leur dire nous avons un plan de vol pour une telle organisation américaine qui devait venir? Et avant même le plan de vol, il y a une procédure administrative qu'il faut respecter. Nous sommes un État souverain, et dès que nous acceptons qu'il y a un ONG pareil, où il y a des parlementaires américains, qu'on accepte qu'ils fuient le sol mauritanien, la Mauritanie a la charge de la sécurité jusqu'à le retour. Et ça n'a pas été le cas. Je vais vous lire très rapidement un extrait de l'interview donnée par le président de la République au quotidien français Le Monde. Donc la question était: le sort du blogueur Mohamed Cheikhroum Khaiter, condamné à mort par apostasie, inquiète les défenseurs des droits de l'homme qui réclament sa libération. Où en est-il aujourd'hui, le président? Moi aussi, il m'inquiète. C'est une situation complexe. Il a été jugé et il doit normalement être libéré, mais une grande partie de la population s'y oppose. Sa libération risque de poser des problèmes de sécurité au pays. Pour cela, nous le gardons en attendant de trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution... Je n'ai pas un mot à dire après ce qu'a dit le président. J'imagine. Je n'ai pas un mot à dire après Dans ce cas, je vais demander à M. Tijani, on va les garder en prison, ces messieurs, jusqu'à quand? Encore une fois, les dégâts d'image sont importants. Encore une fois, je veux dire qu'on est un pays de droit. Il y a une procédure qui, normalement, doit se mettre en place. Avec une procédure donc avec des délais précis.
Et un calendrier. Et un calendrier, etc. Donc, cette affaire, on ne peut pas la traîner pendant je ne sais pas combien de siècles. Ces dégâts d'image dont vous parlez tout le temps, dégâts d'image. Vous êtes de Discipina. Oui. Dites-nous deux mots de ce centre. Écoutez, ça veut dire quoi déjà, Discipina? C'est le centre d'information et de promotion de l'image d'une nouvelle Afrique. Vous savez que l'Afrique, alors, on parle tout de la Mauritanie, l'Afrique en général, en Europe, elle a une mauvaise presse parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'Afrique. La corruption, le manque de transparence, le coup d'État, la pauvreté, les guerres civiles, enfin, tout ce qui est négatif a été dit sur l'Afrique. Alors nous, notre centre se propose comme objectif de parler de l'Afrique positivement, de dire qu'il y a des choses positives. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'il y a des choses positives qui se passent ici. C'est une organisation de droit suisse. Absolument. De droit suisse, bien sûr accrédité aux Nations Unies, évidemment. J'ai vu que vous vous êtes récemment fait parrainer par l'OIF. Exactement, tout à fait. Et donc, on a nos entrées aux Nations Unies, à l'OIF, partout. Bon, alors, c'est vrai que l'image de l'Afrique dans son ensemble nous importe beaucoup. Et donc, on est fiers à chaque fois qu'un pays africain se distingue. Soit par ses hommes, soit par ses réalisations, soit... Donc, c'est très important. Et là, évidemment, on est très content de voir que le président de la République a gagné le prix de l'Institut Mandela. Ben, c'est très bien. C'est quelque chose à mettre en valeur. Donc, en termes d'image, c'est bien. C'est positif. De la même façon, c'est positif. De la même façon, il est important que les autres actes qu'on prend dans ce pays aillent dans ce sens-là aussi, de montrer une image positive de la Mauritanie. Donc, le CIPINA s'occupe donc essentiellement de ça. Et puis, donc, les gouvernements nous mandatent. En 2015, le roi du Maroc, à travers son ministre de la Communication, nous avait mandaté pour organiser le forum des médias et de l'image de l'Afrique à Marrakech. Il y avait d'ailleurs l'ancien ministre mauritanien de l'information qui était là. Et donc, on a organisé ce forum à Marrakech. On l'a aussi fait à Cotonou pour le Ghana. Et d'ailleurs, la Mauritanie nous avait aussi invités en janvier 2015 ici au Palais des Congrès pour le forum concernant le développement durable et la transparence. On y a assisté avec beaucoup de plaisir. Donc, c'était bien. Développement durable et transparence. Pour un pays comme la Mauritanie, c'est excellent. Nous, on était contents d'aller vendre ça à l'étranger. C'est important ça. Donc ce sont des actions de communication, je reviens là-dessus, c'est important, de ce type-là qui vont à terme enlever cette image qui nous colle à la peau de pays esclavagistes, de pays qui violent tout ce qui est droit de l'homme, etc. Donc il faut des initiatives de ce type-là. Alors, ce qui est important et qu'on développe partout, c'est qu'il faut créer ce qu'on appelle, ce qu'appellent les anglo-saxons une nation branding, c'est-à-dire une image de marque pour un pays. Alors ça repose sur 3 piliers. Rapidement. Rapidement. Le premier pilier, c'est celui de la fiabilité, c'est-à-dire qu'on a un pays stable, un pays sûr, avec des infrastructures, et éventuellement dont le niveau de vie pourrait donc être sensiblement augmenté. La fiabilité. Deuxième chose, deuxième élément très important pour vendre l'image d'un pays à l'étranger, c'est le dynamisme. C'est-à-dire qu'on passe d'un régime agro-pastoral, par exemple, à une place financière importante. Et le troisième élément très important, c'est celui de l'ouverture, c'est-à-dire multiculturalité, plurilinguisme, etc. On est ouvert sur le monde. Ces 3 piliers-là, si on arrive à mettre en place ce qu'on appelle cette nation branding, comme on dit en anglais, on arrivera à vendre mieux l'image de la Mauritanie à l'étranger. Et ça, c'est des actions de communication très concrètes que le CIPINA, composé d'experts en communication, propose et peut absolument jouer ce rôle. Et il faut souligner que ça fait 25 ans qu'on est sur le sol suisse. Il y a un réseau qu'il faut bâtir. On ne le bâtit pas en 2 jours.
ou en une année. Il faut s'appuyer sur l'expérience. Ou en 4 années. J'ai bien compris. 25 ans. J'ai bien compris l'idée. Je vais juste vous donner le déroulé de ce de l'émission. Monsieur Diawara a commencé. Vous allez donc conclure. Je vais vous donner l'occasion de nous donner les noms des membres de la commission que vous avez déjà commencé. Mais avant cela, je suis ravi par les éléments que vient d'avancer Tijane. Et je suis content qu'aujourd'hui, au niveau de la Mauritanie, vous avez les éléments nécessaires. Vous avez un pays stable. Notre approche sécuritaire est l'exemple actuellement. Et j'ose le dire, au niveau du monde. Monsieur, juste, au niveau du monde. Juste rapidement, il y a l'horloge qui est derrière nous et la situation sécuritaire, vous l'avez déjà mise en avant. Au niveau du monde, nous sommes un pays qui a fait des avancées notoires en matière de droits de l'homme, qui est le sujet de notre débat aujourd'hui. Absolument. Et ce qui illustre actuellement notre présence au sein des sous-comités des Nations Unies les plus importants. Au niveau des droits de l'homme, nous avons Kouita Bamariam. Au niveau de la discrimination raciale, nous avons Yamahel Hamed Mohamed. Au niveau du comité de l'élimination à l'égard des femmes, nous avons Acheval Vergès. Et au niveau du comité pour la prévention et de la torture, nous avons Dr Haïmoudou Lamdan. Donc, vous avez avancé des éléments sur la base desquels nous sommes un pays actuellement ouvert en même temps sur le monde. Avec la signature actuellement des accords de partage du gaz, la Mauritanie est actuellement envahie. Quand vous voyez actuellement, en ce qui concerne les autorisations de recherche, en ce qui concerne l'ensemble des grandes sociétés du monde qui envahissent actuellement des hôtels, qui envahissent actuellement la location de l'investissement. Actuellement, je vous assure que vous avez actuellement au niveau de votre organisation, au niveau des autres qui s'occupent actuellement de soigner l'image de l'Afrique, vous avez l'ensemble des éléments actuellement qui fait de la Mauritanie un pays exemple. Je le dis puisque j'ose le dire, et je répète et je reviens là-dessus, ces organisations, soi-disant de droits de l'homme, qui s'accrochent à des situations qui sont dépassées, et je dis bien dépassées, puisqu'aujourd'hui il n'est esclave dans ce pays que celui qui le veut. Et il n'est à la touche dans ce pays que celui qui le veut. Puisque l'ensemble des programmes qui ont été constitués, organisés par les différents départements, par le commissariat des droits de l'homme, qui vient de mettre en place une stratégie nouvelle avec le nouveau commissaire. Et je pense que cette stratégie va dans le sens des problèmes que vous venez d'évoquer. Il y aura du lobbying, il y aura une forte communication en ce sens, sous l'égide d'un Premier ministre qui a une vision claire et qui est en train d'orienter le gouvernement en ce sens, avec la plateforme de la société civile qui est en train encore d'organiser des organisations de la société civile. Nous allons actuellement balayer l'ensemble des allégations qui sont distillées, qui sont dépassées par là, pour que la Mauritanie retrouve sa place. Et aujourd'hui, le fait qu'on a décerné ce prix au président de la République illustre parfaitement la présence de la Mauritanie sur le plan extérieur et la bonne marche sur le plan intérieur. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Valou-Youssou. Vous êtes militant activiste des droits de l'homme et vous êtes membre du conseil d'administration de la plateforme de la société civile. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je remercie également M. Cheikh Tijane Diawara. Vous êtes le directeur exécutif de Disciplina. C'est un centre basé à Lausanne. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure en Suisse. Vous êtes également conseiller diplomatique et expert en droits de l'homme. Je vous remercie beaucoup également d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, mes chers téléspectateurs, de nous suivre jusqu'à cette heure tardive de la nuit. Le débat du Sahel est réalisé par Mohamed Emin Tajidine. Merci, bonne soirée, au revoir.